Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez un petit peu rafraîchi la mémoire à propos de ce que nous avons vu l'autre fois. En tout cas, on s'est arrêté au niveau du chapitre 8, donc réalisation des activités opérationnelles. Ravi de vous rencontrer de nouveau. Et on va directement entrer dans le vif du sujet, comme ça, donc on va toujours optimiser le temps de la séance et on va commencer la partie réalisation des activités opérationnelles. Alors, pareil comme les autres chapitres, s'il vous plaît, au niveau de la réalisation des activités opérationnelles, il y a énormément d'exigences qui sont communes entre la 9001, la 14001 et la 45001, sauf que, bien sûr, il y a des particularités pour le système management de la santé et de la sécurité au travail. Alors, après avoir intégré les différentes voilà, exigences du chapitre 4, 5 et 6 au niveau de votre système qualité et pour renforcer voilà, l'alignement des trois systèmes, ou bien plutôt pour renforcer l'intégration des trois systèmes dans un seul système intégré. Euh, Au niveau de la partie réalisation, vous devez également prendre en considération la planification et la maîtrise opérationnelle des opérations relatives au système de management de la qualité. Alors, pareil, au niveau de la réalisation, nous avons dit, de la 9001, nous avons dit que pour que les activités stratégiques ou bien les axes stratégiques soient déclinés d'une façon correcte au niveau de la partie opérationnelle, il faut passer par une planification opérationnelle, une planification concrète pour comment les activités, comment les actions vont se mettre en place concrètement. C'est la même chose pour la 14001, aussi bien que la 45001. Alors, c'est pourquoi au niveau de la 45001, on va voir qu'au niveau de la partie réalisation, on va aborder encore une fois la question de l'analyse des dangers. Donc, on a consulté dans la séance 2, voilà la partie qui concerne l'élaboration de votre document unique avec quelques voilà, éléments à prendre en considération pendant le processus de l'analyse de risque. Alors, on a dit qu'il faut planifier l'analyse de risque, il faut rajouter et intégrer dans les processus du système des procédures qui vous permettent d'identifier les dangers possibles pour chacun des processus, mais aussi pour évaluer chaque danger et de faire élaborer un plan d'action parmi autres. Donc, entre autres, nous avons, si vous vous rappelez, dans le point 6.1, un plan d'action face aux risques et opportunités, ça veut dire qu'il décline des enjeux internes et externes. On a un plan d'action qui décline de la planification des objectifs santé et sécurité. On a un plan d'action qui décline de l'analyse des risques associés aux différents processus. Et on a aussi le plan d'action qui a une relation directe avec les dangers et comment réduire les dangers et protéger les employés, voilà, de ces dangers. Alors, vous avez ce plan d'action. L'effet miroir au niveau pratique, c'est sa mise en place, c'est l'exécution des différentes actions qui permettront à l'organisme d'atteindre ce niveau de conformité, soit réglementaire, parce que les dangers, il y a toujours voilà, la responsabilité en matière de la réglementation, mais aussi pour se conformer aux exigences de la norme. Alors, on va d'abord commencer par ce point-là, avant de passer au point consacré au pilotage de changement. Mais il faut aussi rappeler, s'il vous plaît, qu'au niveau de la partie élimination des dangers, on a aussi abordé voilà, les situations d'urgence. Même au niveau du chapitre 6, on a parlé des situations d'urgence, il faut les identifier, il faut les prendre en considération comme étant des situations potentielles qui peuvent voilà, créer ou bien mettre en péril la santé et la sécurité du personnel interne, mais aussi peut-être des activités aux alentours de l'organisme. Alors avant de passer, je vous rappelle un petit peu sur le principe de l'AMDEC processus, parce que parmi les moyens utilisés pour identifier et pour
analyser et évaluer les dangers, on parle de l'AMDEC processus. Donc, l'AMDEC processus, il vous permet d'identifier les dangers, de énumérer les causes des dangers si vous voulez ajouter une case pour les causes, catégoriser les dangers selon les grandes catégories de risques et puis analyser et évaluer ces dangers pour en établir un niveau de priorité de ces dangers. Donc, l'AMDEC Process, c'est l'un des moyens que vous pouvez utiliser pour concevoir votre document unique. Mais euh, ça, c'est la phase, c'est déjà la planification. Mais maintenant, au niveau du chapitre 8 réalisation, il s'agit de décliner ça comme étant un plan d'action, pardon, comme étant des activités réelles et opérationnelles, d'où vient la maîtrise déjà opérationnelle. Par exemple, c'est un document unique ou bien une application de l'AMDEC Process dans un atelier de soudure, donc une usine de soudure voilà, pour laquelle on va faire une analyse de danger et par la suite classifier les dangers selon l'AMDEC processus, élaborer par la suite un plan d'action et décliner ce plan d'action vers le niveau opérationnel. Par exemple, vous avez ici pour les dangers euh, le risque lié à la santé respiratoire comme l'inhalation de fumée de soudure, risque de projection d'étincelles, ce qui va causer des brûlures. Donc, on a un ensemble de dangers, en tout cas comme j'ai déjà expliqué peut-être dans les deux premières séances, lorsqu'on termine vers le chapitre 10, on va aussi aborder certaines catégories de dangers fréquentes. Mais l'essentiel, ça c'est un petit rappel, ce qu'on a vu dans la partie planification, c'est que on a normalement énuméré l'ensemble des dangers, on a défini le niveau de gravité de chaque danger, le niveau de fréquence, ça veut dire la répétition du danger, et puis le niveau de maîtrise qui voilà, euh, définit à quel point l'organisme est déjà prêt à faire face à ces dangers pour prendre en considération voilà, les moyens déjà mis en place par l'organisme. Donc, on fait l'analyse des risques ou bien des dangers selon l'AMDEC processus. Et par la suite, on utilise les différentes grilles pour savoir quel est le niveau de gravité de chaque risque ou bien de chaque danger. Donc, ça, c'est un rappel sur la partie planification. Alors, la partie l'exigence ici, élimination des dangers et réduction des risques pour la santé et la sécurité, c'est le fait de mettre en pratique, c'est la mise en pratique de ce que vous avez planifié comme, bien sûr, actions qui vont servir à réduire le niveau de risque. C'est l'effet miroir, mais pratique. Pareil, comme on a traité l'autre fois les situations d'urgence, donc la prise en compte des situations d'urgence, dans la pratique, c'est trois choses. Ça veut dire, lorsqu'on parle des situations d'urgence. Au niveau de la pratique, au niveau de la planification, il s'agit de les identifier. Donc, identifier toute possibilité de situation d'urgence, analyser la situation d'urgence, ses causes, ses conséquences, élaborer, par exemple, un plan d'action, un plan d'urgence, un plan des opérations internes, comme vous voulez, donc, pour répondre et être prêt à répondre à ces différentes situations d'urgence. Donc, il s'agit d'une préparation. La phase planification, il s'agit d'une préparation au danger et une préparation aux situations d'urgence comme étant aussi un danger, mais cette fois-ci un danger majeur. Donc, vous avez une préparation à la réponse aux situations d'urgence, une préparation au traitement des dangers, mais là, il s'agit de démontrer, revenant aux exigences de la norme, il s'agit de démontrer euh, donc, euh, comment vous avez réagi face à la situation d'urgence. Parce que je peux, par exemple, planifier. Pour les dangers, c'est clair. Pour les dangers, je planifie des actions achat des EPI, mise en place de certains EPC, collectives, sensibilisation, communication, formation. Donc, tout ça, c'est des choses pratiques. En passant au chapitre 8, on va tout simplement
les décliner et déployer pratiquement. Mais pour les situations d'urgence, vous devez euh, prouver à quel point, ou bien plutôt vous devez donner des informations tangibles euh, à quel point vous avez vraiment pu répondre à ces situations. Donc, au cas où vous avez déjà rencontré, par exemple, l'une des situations d'urgence pour lesquelles vous avez déjà planifié des réponses, alors quels étaient les moyens que vous avez déployés? Quel est le degré de réponse à ces situations? Est-ce que vous avez respecté, par exemple, la procédure? Quel est le degré d'implication du personnel dans l'application de la procédure de réponse aux situations d'urgence? Donc maintenant, il s'agit de la mise en pratique. Alors, soit on va vraiment rencontrer une situation d'urgence, alors là, il s'agit de réagir pratiquement et réaliser les activités opérationnelles déjà planifiées pour faire face aux situations d'urgence, soit tout simplement, euh, si vous n'avez pas rencontré de situation d'urgence, alors vous allez tout simplement montrer les exercices, si vous vous rappelez bien, de simulation que vous avez planifiés. Alors, est-ce que vous avez vraiment réalisé ces exercices? Donc, c'est le temps pour faire des exercices de simulation de situation d'urgence, tester notre procédure d'évacuation d'urgence, et ainsi de suite. Donc, élaborer des rapports par la suite qui vous permettront de mesurer à quel point on est vraiment prêt et comment les gens ont réagi face à la situation d'urgence. Donc, ça, c'est tout simplement l'effet miroir, si vous voulez, pratique de la phase planification. Donc, réalisation des activités opérationnelles, vous avez la planification et la maîtrise opérationnelle. Euh, on a un point de généralité. On parle dans la planification et la maîtrise opérationnelle, comme on a dit, donc en tout cas dans la qualité, la planification opérationnelle, il s'agit de décrire et de planifier comment l'activité proprement dite va être incluse dans le processus. Par exemple, si dans le plan d'action, on a dit qu'on va réaliser des actions de simulation pour les situations d'urgence potentielles, alors là, on donne l'action, on définit l'action, on responsabilise quelqu'un au niveau de l'organisme, mais la planification opérationnelle, il s'agit voilà, de décliner ça en pratique. Donc, le responsable en question, celui qui a pris en charge, par exemple, l'exercice de simulation, qui est le responsable HSE, alors il va planifier le déroulement de cette activité. Donc, c'est de la pratique, mais c'est une planification juste avant de passer à mettre en place l'activité. Vous me comprenez? Donc, c'est une planification au niveau tactique, au niveau opérationnel, et on parle aussi de la maîtrise opérationnelle. Ça veut dire, déjà, cette planification opérationnelle, c'est pour atteindre un niveau de maîtrise. Parce que si je décris exactement le déroulement de l'action, par exemple, l'action, c'est former le personnel interne à l'utilisation je dirais, par exemple, des moyens de protection collective, individuelle, et aussi les moyens de lutte contre les incendies. Alors, on va planifier cette activité-là. Pourquoi? Pour la maîtriser. Je vais définir les étapes à travers lesquelles cette activité va passer systématiquement. On va commencer par exemple par la recherche d'un organisme externe, par exemple un organisme, voilà, Croissant Rouge, Croix-Rouge, et ainsi de suite pour les premiers secours, pour l'utilisation aussi des extincteurs et tout ce qui est matériaux d'intervention. On commence la sélection ou bien on planifie le fait que la première étape, c'est sélectionner l'organisme. La deuxième étape, c'est choisir la journée pour la formation, donc une journée par exemple qui n'est pas très en charge et ainsi de suite. Euh, le personnel concerné sera disponible et puis le déroulement de l'activité. Donc c'est une planification, mais au niveau opérationnel qui permet d'atteindre un certain niveau de maîtrise. Donc entre autres, c'est un moyen, la planification, c'est également un moyen de maîtrise opérationnelle. Et puis la maîtrise opérationnelle revient également à mettre en place les processus nécessaires pour satisfaire les exigences
du système de management de la santé et de la sécurité au travail. Tout simplement, il s'agit de mettre en place voilà, toute procédure qui n'a pas été déjà définie au moment de la mise en place du système qualité et du système environnement, parce que c'est un système intégré. Donc, on dispose déjà d'une cartographie de processus, on dispose de certaines procédures de travail, mais là, il s'agit surtout de mettre en pratique tous les nouveaux processus que nous avons décidé d'intégrer dans le système au niveau du point 4.4 de la norme ISO 45001. Un petit rappel, le point 4.4, c'était le point de mise en place des processus, la définition des processus du système. Et puisque c'est un système intégré, ça veut dire que on a déjà des processus qualité, on a rajouté des processus environnement, et puis maintenant, on a dans le point 4.4, si vous voulez, conçu, donc c'est une conception du processus HSE, hygiène, sécurité, par exemple, et par la suite, maintenant, il s'agit de déclencher les activités de ce système. Donc, mise en place des processus nécessaires pour satisfaire les exigences de la santé et de la sécurité au travail. La maîtrise opérationnelle se fait également à travers l'établissement de critères pour le processus, et ça c'est clair. On a une cartographie, on a des processus pour lesquels on a défini des indicateurs environnementaux, des indicateurs qualité, mais on doit aussi rajouter des indicateurs de la santé et de la sécurité au travail. Euh, Vous allez me dire, mais au niveau de la planification, au niveau de la définition des processus, on a déjà défini. Mais là, la norme, il est construite comme ça. Ici, c'est les mêmes points, mais c'est le moment pour déclencher les indicateurs que vous avez intégrés dans les processus ou bien que vous avez associés avec le processus HSE, sécurité, comme vous voulez. C'est le moment pour déclencher leur suivi et pour les intégrer également dans le tableau de bord pour que ça devienne euh, une activité parmi les activités quotidiennes de l'organisme. Donc, ça entre naturellement dans la vie des processus. Mettre en œuvre la maîtrise de ces processus conformément aux critères, donc, au niveau normalement de la partie qualité, je ne sais pas est-ce que je l'ai déjà partagé avec vous ou pas encore, il y a la procédure de maîtrise des processus. Alors, la même procédure de maîtrise des processus, c'est une procédure qui va être appliquée à l'ensemble des processus HSE. Maîtriser les processus revient à les planifier, les, les- suivre leurs activités à travers les indicateurs, améliorer leur performance. Donc, mettre en œuvre ou bien appliquer également la procédure de maîtrise des processus conformément aux critères pour le système 45001. Parmi, par exemple, les moyens de maîtrise des processus, c'est la maîtrise de la documentation du processus. Donc, votre procédure de maîtrise documentaire pour la partie qualité, tout ce qui est notamment codification de procédures et de documents, tout ce qui est, voilà, euh, euh, les critères de création, de validation de documents, de suivi, d'approbation, de vérification. Alors, toutes ces données, ils s'appliquent également à la documentation des nouveaux processus qui sont créés suite à la mise en place du système ISO 45001. Tenir à jour les informations documentées, donc pareil, c'est une maîtrise. Adapter le travail aux travailleurs. Adapter le travail aux travailleurs, ça veut dire, lorsque je vais mettre en place une nouvelle action qui décline de ma planification du système de management de la santé et de la sécurité, je vais prendre en considération le fait que ces nouvelles actions soient intégrées d'une façon flexible dans la vie des travailleurs. Ça ne doit pas causer encore une gêne aux travaux ou bien alourdir les missions des travailleurs, mais surtout, il doit être adapté euh, voilà, ou bien conforme avec le travail et les tâches de chaque travailleur. Et le travail en soi, ça veut dire les activités, on va voir comment peut-on
les mettre beaucoup plus adaptés aux travailleurs à travers, par exemple, le renforcement du côté formation, le renforcement, donc pour lutter contre le risque de résistance au changement. Donc, toute action qu'on va mettre en place, il doit être maîtrisé de façon à ce que ça doit être intégré d'une façon flexible dans les procédures de travail et dans la vie quotidienne des travailleurs. Le deuxième point, au niveau du point 8.1, c'est le point qui concerne l'élimination des dangers et la réduction des risques pour la santé et la sécurité. Donc, comme on a dit tout à l'heure, sur la grille, par exemple, INDEC, euh, il faut tout simplement donner suite à cette analyse, intégrer des actions qui permettent d'éliminer les dangers pratiquement. Il ne faut pas non plus avoir un décalage entre ce que vous avez défini comme action pour éliminer les dangers dans le document unique ou bien pour les réduire et dans ce qu'on fait réellement, ce qu'on voit pratiquement. Donc la partie réelle, il doit être en phase avec la partie planification. À travers quoi? La mise en place des actions, le suivi surtout de ces actions, leur état d'avancement. Par exemple, pour chacune des actions, on va, par exemple, faire un plan de suivi ou bien un plan d'état d'avancement qui va dire quand est-ce que l'action a été déclenchée, une fiche d'action corrective ou bien une fiche d'action d'amélioration dans laquelle on va renseigner la date de déclenchement de l'action, le responsable, les indicateurs de suivi, la fréquence de suivi des indicateurs, et ça, c'est pour chacune des actions. Ça fait partie de la maîtrise. Donc, l'élimination des dangers et la réduction des risques, c'est clair qu'il va se faire à travers la mise en place de votre plan d'action de base, mais en plus de ça, la maîtrise opérationnelle de ce point-là, il est assuré à travers le suivi de l'efficacité et de l'état d'avancement de chacune des actions mises en place. Alors, on parle d'établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus pour l'élimination des dangers et la réduction du risque pour la SST en utilisant la hiérarchie des mesures de prévention suivantes. En tout cas, vous constatez que ici, on parle d'établir et mettre en œuvre. Établir et mettre en œuvre, ça, c'est quelque chose qu'on a aussi, si vous voulez, la même expression utilisée pour la partie planification lorsqu'on a abordé la lutte contre les risques et les dangers. La planification surtout des actions à mettre en œuvre face aux risques et aux dangers. Alors, c'était la phase établissement. Donc, la phase établissement, c'était planifier. Maintenant, c'est tout simplement la phase mise en œuvre. L'AMDEC process qu'on a utilisé dans l'établissement pour renseigner, par exemple, euh, un document unique. Donc, c'est une élaboration et c'est une planification. Maintenant, on va mettre en place les actions que nous avons identifiées. Tenir à jour, ça veut dire lorsque le circuit PDCA va tourner encore de nouveau, il s'agit de revoir votre document unique, revoir les actions, les améliorer en cas de besoin et si nécessaire, rajouter ou bien actualiser l'analyse de danger pour qu'il soit toujours en phase avec les évolutions du travail, les évolutions de l'organisme, avec l'évolution aussi et les changements réglementaires s'il y a lieu. Alors, on prend en considération l'hiérarchie des mesures suivantes. Éliminer le danger, bien sûr, la priorité numéro une, c'est supprimer le danger carrément. Comment l'éliminer? Par l'élimination de sa cause racine. Si je peux, par exemple, euh, voilà, euh, supprimer un besoin de travail en hauteur, donc comme ça, j'élimine le danger. Au lieu de travailler en hauteur, donc je peux par exemple utiliser des échafaudages, utiliser des plateformes élévatrices. En tout cas, j'élimine le danger carrément, ou bien parfois je peux même éliminer l'activité s'il n'est pas vraiment une activité essentielle.
Si je ne peux pas éliminer, c'est pas toujours faisable, donc je vais substituer par des procédés, des opérations, des matières ou bien des équipements moins dangereux. Donc je ne peux pas carrément changer l'équipement en question, mais je peux par exemple substituer par un autre moins dangereux. Pardon. Donc je ne peux pas supprimer carrément l'activité proprement dite, mais je peux substituer par un équipement moins dangereux. Euh, ou bien s'il s'agit d'un produit chimique notamment. Donc parfois, il existe des alternatives de produits chimiques qui font la même chose, mais qui sont moins dangereux pour la santé. Mettre en œuvre des mesures de protection collective et réorganiser le travail, les mesures de protection collective ils permettent tout simplement de protéger tout le personnel, donc d'une façon collective. Donc c'est beaucoup plus performant que dafa yaakaar ne l'utilisation yéen d'équipements de protection individuelle. ñoom dañuy xam ni dafa yàqu Donc, de mais dañ koy jaay je vais mettre en place des mesures de protection collective ñu qui nga xam ni permettent perte quoi. de supprimer euh, voilà, le contact entre l'être humain et le danger, par exemple, des obstacles pour les machines dangereuses qui tournent, les machines rotatives, par exemple. Donc, je mets une protection collective et je réorganise le travail de fait que le travail soit fait d'une façon qui permet de travailler loin, par exemple, des zones à risque. Je peux même faire réajuster les locaux de travail. Dans le chapitre 7, par exemple, il y a parmi les ressources, on parle de ressources en matière d'infrastructure et de ressources en matière d'environnement de travail, notamment dans la 9001. Alors, le fait de réorganiser les locaux de travail, de mettre en place, par exemple, des démarches de type 5ES pour organiser les postes de travail, le fait de réajuster les procédures de travail et les instructions de travail, ça permet parfois d'éviter certains risques. Notamment, on a euh, une personne, un employé, dans sa tâche, il doit faire des déplacements au niveau interne de l'organisme. Il se déplace, par exemple, pour transporter des équipements ou bien pour transporter des matières et ainsi de suite. Alors, il a toujours besoin de passer à travers euh, un local où il y a notamment des machines dangereuses qui tournent, ou bien il y a des risques mécaniques en tout cas, il y a d'autres risques, par exemple, de glissement, de chute. Alors, ça, c'est son passage. Donc, on peut réorganiser le local de travail par voilà, définition d'une autre, je peux dire passerelle ou bien euh, d'autres raccourcis pour que l'employé puisse passer loin de la zone à risque. Sinon, je peux par exemple, on peut changer ou bien faire déplacer cette activité de machinerie ou bien déplacer quelque chose qui est source de danger en tout cas. Comme ça, donc, il se déplacera en toute sécurité. Réorganiser le travail, parfois, c'est réorganiser les locaux. Parfois, c'est réorganiser la procédure de travail elle-même. Donc, comment la tâche va être effectuée. Donc, on peut carrément supprimer ce déplacement qui va être fait par le rapprochement de, de, voilà, de la destination ou bien de l'arrivée, le point d'arrivée de la personne. Donc, le travail qui va être fait loin du poste de travail peut être rapproché de telle sorte que ça supprime carrément un risque. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que dans les activités opérationnelles, c'est toujours ouvert de faire tout réajustement possible dans les activités opérationnelles proprement dites pour réorganiser le travail de façon qui minimise les risques et qui donne plus de chances d'effectuer le travail en toute sécurité. Et puis, vous avez utilisé les mesures de prévention administrative, y compris la formation. Parfois, même si on fait réorganiser le travail, on fait tout changer, on va fournir les EPC, les EPI, donc tout ça est mis en place.
Mais si le personnel n'est pas sensibilisé, n'est pas formé, donc on va rien réussir. Donc, dans les activités opérationnelles, normalement, on a déjà un plan de formation, on a déjà un plan de sensibilisation. Alors, tout simplement, il s'agit de mettre en pratique ces plans de formation, de communication et de sensibilisation. Utiliser les équipements de protection, bien sûr, individuels. Ça, c'est le minimum basique. Il faut fournir les équipements de protection individuels. Alors tout ça, si vous constatez, ça fait partie de la planification et de la maîtrise opérationnelle parce que sans ces informations-là ou bien sans ces exigences, on ne va pas maîtriser la situation au niveau de l'organisme. Donc la santé et la sécurité au niveau de l'organisme ne sera pas maîtrisée, sauf si nous respectons voilà, les exigences demandées ici. Sur le même point, on a le pilotage du changement. On dit maîtriser quelque chose, c'est maîtriser ce qu'on a à l'instant T0, mais maîtriser revient aussi à maîtriser tous les changements possibles. Un changement, c'est comme si vous avez, euh, voilà, euh, on a par exemple des intempéries à l'extérieur, on a de la pluie, et dans la maison, donc, on a une fenêtre ouverte qui laisse passer de l'eau. Alors, lorsque je fais un changement, c'est comme si je vais ouvrir une petite fenêtre ou bien une porte qui laisse entrer des risques et des dangers. Donc, je change et le changement, bien sûr, il est bénéfique. Il a une raison, mais il y a toujours la possibilité d'introduire des risques et des dangers. C'est l'équivalent du point au niveau de la partie planification, le point 6.3. Le point 6.3, planification des modifications et des changements qui peuvent avoir un impact sur le système de management. Donc, pilotage du changement, ça revient à maîtriser le changement. Les changements, bien sûr, ça peut être de nouveaux produits. Qui dit nouveaux produits, ça veut dire qu'il y aura de nouvelles procédures de travail, peut-être de nouvelles activités, de nouveaux procédés, de nouvelles machines, de nouvelles substances. Ça veut dire que notre planification des dangers, il n'est plus adaptée. Il faut l'actualiser. Donc, les nouveaux produits, les nouveaux services, si on est dans le secteur de services, et processus, ça veut dire euh, je peux changer, par exemple, un processus carrément, rajouter un processus. Notamment, on a eu un processus qui a été confié à un organisme externe. Il a été externalisé. Après un certain temps, la direction a décidé de, de réintégrer le processus encore une fois et de ne pas l'externaliser non plus. Alors, dans ce cas, le processus ici, il peut introduire également, il va introduire des dangers associés aux nouvelles activités qui se déroulent au sein de ce processus ou les changements dans les produits, les services et les processus déjà existants. Soit carrément un changement, une nouveauté, soit un changement au niveau de ce qui existe déjà. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de réorganiser les locaux de travail, ça supprime certains dangers, mais on ne sait jamais, ça peut aussi faire, voilà, euh, ça peut faire plutôt créer de nouvelles possibilités de risques et de dangers. Donc, c'est un changement. Pour que ce changement aboutisse à sa fin utile, il faut s'assurer que il est bien piloté de telle sorte que l'analyse des dangers est refaite et réactualisée pour que ça soit intégré d'une façon correcte dans le reste des activités de l'organisme y compris, par exemple, les lieux et les environnements de travail, donc un changement au niveau des locaux et des environnements de travail, l'organisation du travail, un changement au niveau d'une procédure de travail, au niveau d'une instruction, par exemple, opérationnelle, ou bien même la division, par exemple, des tâches. Donc, l'organisation de travail, c'est aussi revoir notamment la direction
a fait revoir euh, les responsabilités d'un ouvrier ou bien les tâches qui vont être exécutées par cet ouvrier ou bien par cet employé. Alors, je lui accorde de nouvelles tâches ou bien de nouvelles responsabilités, de nouvelles activités. Alors, ça veut dire que peut-être il va être en contact avec de nouveaux dangers pour lesquels il n'a pas été formé, ou bien il va utiliser de nouveaux EPI qu'il n'a jamais utilisés auparavant. Sinon, comme je fais former le personnel, par exemple, si c'est un nouveau recrue, je le fais intégrer dans l'équipe de travail en l'expliquant, par exemple, les activités, le côté qualité, et ainsi de suite. Alors, je fais aussi euh, former cette personne-là aux dangers, santé et sécurité pour lesquels elle est confrontée. Les conditions de travail, donc c'est pareil, les équipements. Normalement, lorsqu'on achète un nouveau équipement, dans notre procédure, par exemple, de pilotage de changement, si on utilise des équipements, des substances dangereuses ou bien autres, dans notre procédure de pilotage de changement, il faut signaler le fait que lorsque l'organisme décide de changer, d'acquérir un nouveau équipement ou bien autre chose, autre changement majeur, automatiquement le responsable HSE doit être alerté, doit être signalé. Donc comme ça, il sera présent même pratiquement, ça veut dire sur les lieux, lorsqu'on fait intégration par exemple, de ce nouveau équipement, son installation durant ces activités, il est présent toujours pour, voilà, garantir et s'assurer de la sécurité des personnes. Les effectifs, recruter une nouvelle personne, par exemple, parfois même lorsqu'on minimise les effectifs, on réduit l'effectif du personnel, parfois donc on doit aussi prendre ça comme étant un changement majeur. Pourquoi? Parce que moins de personnes, ça veut dire plus de tâches pour les personnes existantes. Ça veut dire aussi, encore une fois, ils peuvent être confrontés à certains dangers pour lesquels ils ne sont pas habitués. Ça veut dire aussi qu'il y aura beaucoup plus de pression, ce qui augmente beaucoup plus la possibilité d'avoir des accidents et ainsi de suite. Deuxièmement, toujours pour piloter le changement, on vous dit que les changements relatifs aux exigences légales et aux autres exigences doivent être pris en compte. Ça, c'est clair. S'il y a une nouveauté, notamment réglementaire, alors il se planifie au niveau du chapitre 6.3, mais on décline ça au niveau opérationnel à travers des actions pratiques, l'évolution des connaissances ou des informations sur le danger et sur les risques. Parfois, un danger on n'a pas suffisamment, par exemple, de moyens de protection contre ce danger actuellement. Donc, on est pareil, tout le monde est pareil, tous les organismes, c'est le maximum que nous pouvons fournir. Mais avec le temps, avec l'évolution de la technologie, l'évolution des connaissances, des informations sur le danger, nous aussi, on doit suivre donc cette évolution, notamment dans les années précédentes, voilà, au début de l'industrialisation et ainsi de suite, le niveau de protection, il est très faible parce que il n'y a pas vraiment voilà, je dirais, de culture santé et sécurité, mais aussi parce que les moyens mis en place ne sont pas très évolués. Donc, c'est ça. Si jamais il y a une évolution, par exemple, aujourd'hui, il y a une grande évolution en ce qui concerne la protection contre les dangers biologiques et ainsi de suite. Par exemple, si lorsqu'il y avait les premières expériences sur tout ce qui est nucléaire, donc les produits rayonnants, les personnes n'étaient pas au courant de la protection ni de l'importance du danger, ni de la protection qu'ils doivent utiliser. Mais au fil du temps et avec les accidents et avec les problématiques, la protection a évolué et maintenant la protection elle est disponible. C'est la même chose aussi pour les dangers que nous pouvons rencontrer dans l'industrie et dans les organismes en général. L'évolution de la connaissance
Ça vous oblige à changer aussi et à être en phase avec cette évolution. Sinon, l'évolution des connaissances et de la technologie, donc c'est la même chose, l'organisme doit analyser les conséquences des modifications imprévues et, si nécessaire, mener des actions pour limiter tout effet négatif. Alors, l'essentiel, c'est que lorsqu'il y a un changement au niveau de l'organisme, que ce soit niveau technique, niveau opérationnel, niveau euh, environnement du travail ou bien niveau organisationnel et administratif, on va d'abord étudier et analyser les conséquences de cette modification et décider par la suite est-ce que cette modification va causer, voilà, va avoir des impacts sur la sécurité et la santé du personnel, chose qui nécessite de mettre en place des actions. Sinon, si le changement, voilà, le niveau de protection que nous avons déjà est toujours suffisant et adéquat, alors au moins on a validé, on s'est assuré qu'il n'y aura pas de nouveaux risques ou bien dangers. Ça, par exemple, donc, on peut avoir bien sûr une procédure de pilotage de changement, mais on peut aussi élaborer des plans de pilotage de changement. Par exemple, ici, c'est les éléments. C'est pas trop détaillé, mais déjà pour vous montrer les éléments que vous devez prendre en considération pour piloter chaque changement, notamment l'objet du changement, il faut connaître l'importance de cette modification. Par exemple, ici, l'objectif plutôt, introduction de nouveaux postes de soudure semi-automatiques dans l'atelier. Donc, nous avons des postes de soudure dans l'atelier. Et maintenant, on a décidé, la direction a décidé d'introduire de nouveaux postes de soudure semi-automatiques. La raison ou bien le motif du changement, il est très important pour connaître l'utilité déjà de la modification, améliorer la productivité et réduire la pénibilité du travail manuel. Alors là, vous voyez qu'il y a un aspect intégré entre la partie qualité et entre la partie sécurité. Parce que ici, si je parle uniquement d'un système qualité, le motif, c'est d'améliorer la productivité déjà, parce que c'est un objectif qualité. Mais là, on combine, donc c'est une approche intégrée, améliorer la productivité, mais aussi réduire la pénibilité du travail manuel. C'est aussi quelque chose qui nous permettra d'améliorer les conditions de travail. Donc, vous avez ici le motif du changement. Donc, on voit que malgré que normalement l'objet du changement ou bien l'objectif majeur du changement, c'est d'améliorer la productivité, mais la démarche santé et sécurité, elle est toujours là. Par exemple, le responsable qualité, il fait une planification. euh, Aujourd'hui, on a la fonction QHSE en général. Donc, le responsable QSE ou bien QHSE, il mène bien sûr ces démarches en ce qui concerne les décisions d'amélioration de la productivité, mais en même temps, lui, il pense à la protection de la sécurité des personnes. Il combine entre ces objectifs. Les parties prenantes concernées, ou bien les parties, voilà, je dirais, on a dit ici parties prenantes parce que généralement, c'est les parties intéressées internes qui sont incluses. Les soudeurs, euh, l'équipe maintenance, le QHSE, les superviseurs de production, les représentants du personnel. Comme ça, lorsqu'on va faire l'analyse des dangers pour les postes de travail, on va prendre en compte ces éléments-là. Les risques identifiés, donc ça, en grosso modo, les risques identifiés, mais bien sûr, il faut faire une démarche similaire à celle de l'AMDEC pour actualiser. Voilà, je dis pas que l'AMDEC il est obligatoire, mais je dis la méthodologie normalement que vous utilisez dans votre procédure d'identification et d'analyse des dangers. Donc, vous allez l'appliquer également aux nouvelles activités. Par exemple, ici, exposition pour actualiser le document unique enfin. Exposition accrue aux fumées et au rayonnement. Donc, parce qu'on parle ici d'ateliers de soudure, premièrement. Donc, c'est les dangers déjà existants déjà. Mauvaise utilisation des nouveaux équipements. Ça veut dire qu'il y a déjà quelques,
il y a déjà un risque majeur qui décline de l'activité elle-même, mais avec l'introduction de ces nouveaux équipements, on risque d'avoir une mauvaise utilisation, une adéquation des EPI existants. Donc, les EPI qui ont été utilisés pour le travail manuel, ils peuvent ne pas être adaptés au travail par des machines semi-automatiques. Non-maîtrise des automatismes, écrasement, donc qui peut causer des écrasements par exemple, des électrocutions. Alors, ce sont des risques associés à euh, ce changement. J'aimerais aussi faire une petite remarque. L'analyse de danger, c'est pas juste pour la partie, je dirais, exploitation, mais aussi pour la partie intermédiaire. Parfois, le projet, avant qu'il soit le changement, avant qu'il soit vraiment euh, mis en pratique ou bien en marche, mise en marche, il y a une phase, par exemple, d'installation, il y a une phase de construction, il y a une phase, même si, par exemple, on va faire appel à un organisme externe pour la construction, bien pour l'installation des machines, donc eux, ils vont sécuriser leur personnel, mais nous aussi, on partage cette information. Ces personnes, ils sont dans notre local ou bien dans notre organisme. On est aussi responsable de leur sécurité et on est responsable surtout de la sécurité des employés pendant que ces travaux sont là. Les employés qui travaillent à proximité. Donc, on doit prendre en considération s'il y a des phases intermédiaires d'installation, d'intégration, de démarrage, de test. Ça aussi, on doit les prendre en considération dans les phases identification des risques, sauf que bien sûr, ça sera des risques, euh, voilà, je peux dire éphémères ou bien euh, on ne va pas les intégrer dans le document unique voilà, qui va être utilisé tout au long de la vie de l'organisme, mais quand même, on les prend en considération dans le pilotage du changement. Euh, on va définir des mesures, bien sûr, c'est l'objectif de prévention et de protection, formation des soudeurs aux nouveaux équipements, mise à jour, par exemple, des équipements, les casques filtrants, gants résistants, lunettes ultra-V, prévision de l'analyse des risques. Par exemple, l'AMDEC doit être mise à jour ou bien le document unique mis à jour. Ajout d'extincteurs de fumée localisés, voilà, pour lutter contre voilà, peu de début de feu possible. Et puis, vous avez les actions de communication pour réussir la démarche. Donc, pour réussir la démarche, il faut communiquer pour impliquer le personnel dans ce nouveau changement. Autre que la formation, bien sûr. Donc, la formation sur quoi? Sur l'utilisation déjà des nouveaux équipements. On peut créer même de nouvelles instructions opérationnelles pour décrire. Donc, il y avait par exemple des procédures de travail manuelles. Maintenant, on va créer des procédures de travail qui expliquent le travail semi-automatique, avec également les instructions opérationnelles, comment démarrer par exemple l'équipement, comment l'alimenter, les mesures de sécurité intégrées déjà dans l'équipement. On fait aussi des formations sur comment travailler, comment utiliser les EPI durant le travail. Et puis la communication, à travers par exemple des réunions d'information avec les équipes pour faire le suivi systématique de la réussite de la démarche de formation, affichage des consignes modifiées. Donc on modifie les consignes sécurité. Normalement, un danger, il est signalé. Donc là, on va rajouter de nouvelles consignes, de nouveaux affiches signalétiques, de nouvelles affiches signalétiques pour signaler les nouveaux dangers. Implication donc de la démarche CSE ou représentant du personnel, ça veut dire tout simplement s'il y a un comité sécurité hygiène, on va voilà, impliquer le représentant du personnel ou bien un membre du comité sécurité et hygiène. Modification documentaire, chose que j'ai dit tout à l'heure, procédure de travail sécurisée, fiche de poste mise à jour, pas oublier. Là aussi, c'est une partie
qui explique le système intégré. Donc, dans la partie qualité, nous avons dit que et pour le leadership, le point 5.3 qui concerne la direction définie, les rôles, les responsabilités, les autorités, nous avons dit que parmi les moyens qu'on peut utiliser, c'est la création de fiches de poste. Maintenant, la fiche de poste, il va être mise à jour euh, tout en prenant en compte voilà, les différentes actions, sécurité et santé. Donc, on va aussi faire la mise à jour en rajoutant, bien sûr, les nouvelles tâches et les nouvelles activités, mais aussi pour faire allusion aux consignes de sécurité qu'il faut respecter. Les consignes d'urgence vont être revues. Peut-être qu'on va actualiser carrément voilà, je dirais, le rapport d'intervention en cas d'urgence. Peut-être qu'on va actualiser, par exemple, la liste voilà, des situations d'urgence. Donc, en tout cas, vous avez un ensemble de consignes d'urgence qui doivent être revues et voir est-ce qu'il y a besoin de les actualiser. On va aussi actualiser notre plan de formation et d'accompagnement. Par exemple, intégrer des sessions de formation à la sécurité machine, puisque le personnel n'est pas adapté, donc ils font du travail manuel. On fait des simulations, par exemple, d'incidents associés ou bien liés aux machines, donc les machines semi-automatiques. Il y a le risque électrique, il y a le risque de projection de certains objets, il y a le risque, par exemple, mécanique selon la nature de la machine, ça peut être d'écrasement, euh, de perforation et ainsi de suite. Formation à l'entretien préventif des nouveaux postes. Sinon, le responsable du suivi, donc on va définir qui va piloter ce changement. Responsable HSE, responsable maintenance, chef d'atelier, parce que les trois sont des acteurs concernés par le changement. Il est aussi euh, recommandé pour piloter au mieux la modification ou bien le changement, de rajouter des indicateurs de suivi. Donc, des indicateurs qui permettent de suivre tout simplement l'efficacité des actions mises en place, notamment pourcentage de personnel formé, euh, des EPI, à l'utilisation des EPI, le pourcentage aussi des EPI distribués, nombre d'incidents signalés. Donc, par exemple, après avoir intégré ce changement, on va suivre le nombre d'accidents et d'incidents aussi pour voir est-ce que ce changement augmentait le nombre d'accidents ou bien d'incidents. Donc, on va suivre le nombre d'incidents signalés post-changement et on a un indicateur sur le respect du planning de mise en œuvre des actions. L'échéancier, par exemple, déploiement sur 6 semaines, planification, puis communication, formation, installation des machines. Donc, on fait la communication et la formation, si vous voyez, avant l'installation des machines, avant l'introduction du changement. On se prépare et on planifie le changement avant qu'il soit réellement mis en pratique. Les tests, et aussi la validation HSE vers la fin. Le responsable HSE ou bien QHSE, il va valider le plan de changement parce que après un certain moment, cette activité va être une activité courante, donc ça va être par la suite intégré d'une façon correcte dans le système de management. Alors ça, c'est aussi valable pour la partie environnement, hein. Donc, il ne faut pas oublier, même dans l'environnement, on parle de planification, de modification du système. Là aussi, si vous voulez vraiment être dans l'aspect intégré, donc en même temps, lorsqu'on pilote le changement là, on définit également pour les risques, par exemple, on rajoute les impacts environnementaux qui peuvent être associés à cette nouvelle activité. On peut rajouter des formations, bien des actions, plus ou moins, parce qu'il y a des changements qui ne peuvent pas avoir, qui ne vont pas forcément avoir un impact sur l'environnement. C'est la même chose, par exemple, qu'auparavant, mais ça peut être un autre changement qui impacte la sécurité, mais
aussi bien que l'environnement. Vous voyez? C'est pourquoi on implique en tout cas le responsable HSE, il est là pour la sécurité, mais aussi pour assurer la protection de l'environnement. Notamment la procédure de gestion de déchets, peut-être qu'il va être revu plutôt, euh, actualisé selon le nouveau changement. Et puis la validation finale par le service QHSE après la vérification des mesures et documentation. Une fois validé, ça veut dire que l'activité, la nouvelle activité ou bien le changement majeur euh, a été intégré, majeur ou pas, donc a été intégré dans le système euh, de façon qui garantit la maîtrise opérationnelle. Vous voyez maintenant d'où vient la planification, parce que c'est comme si on va planifier les changements qu'on va faire pour pouvoir les piloter enfin. Le point 8.1.4, c'est l'acquisition de biens et de services. Alors, l'acquisition de biens et de services, ça veut dire tout simplement lorsque l'organisme a besoin de faire appel euh, à un prestataire externe ou bien autre. Donc, c'est la partie qui est équivalente notamment à la sélection, l'évaluation des fournisseurs et des prestataires externes dans la partie qualité. Donc, on élabore des critères qualité. Pour la partie environnement, on rajoute par exemple quelques exigences en matière de l'environnement. Là aussi, il faut rajouter des critères qui déclinent de la santé et de la sécurité. Alors, vous avez notre organisme et nous avons les intervenants extérieurs. Alors, ces intervenants extérieurs, c'est le premier cas de l'acquisition de biens et services. Ça veut dire on a des intervenants extérieurs qui vont intervenir dans notre organisme pour nous faire réaliser quelque chose à l'interne, notamment dans la partie pilotage de changement. Pour installer les machines qu'on vient d'acheter, il y a par exemple des intervenants qui viennent de la société qui nous a fait fournir les équipements et les machines, qui vont installer ces machines. Alors, c'est un intervenant externe qui va réaliser certaines activités opérationnelles dans notre organisme. Ça veut dire automatiquement, il peut y avoir des incidences sur l'organisme. Ces intervenants, ils viennent avec leurs équipements, avec leurs effectifs de travail, peut-être avec leurs produits et substances. Il s'agit par exemple d'un service comme le nettoyage ou autre. Donc, ils viennent et ils introduisent avec eux des incidences sur la sécurité des employés de l'organisme. Et le sens inverse, l'organisme également, il peut avoir des incidences sur la sécurité des intervenants. Donc, des personnes, par exemple, qui vont nous installer des machines ou bien qui vont faire un nettoyage, mais qui connaissent pas l'environnement interne de notre organisme, alors leur santé et leur sécurité est aussi, peut aussi être impactée par ce travail qui va être effectué dans notre organisme. Alors, tout simplement, il s'agit de prendre en considération les deux circuits, notamment pour acquérir un service externe ou bien externe, on va imposer nos propres règles santé et sécurité que ces intervenants doivent respecter et vice-versa. On doit aussi comprendre les exigences santé et sécurité de ces intervenants. Donc comme ça, on protège notre personnel et on protège aussi les intervenants. Alors l'organisme doit s'assurer que les exigences de son système de management de la santé et de la sécurité sont remplies par les intervenants extérieurs et leurs travailleurs. Donc, pratiquement, déjà dans la planification, il faut prendre ça en considération, mais aussi pratiquement parce qu'on ne sait jamais, parfois on n'a pas anticipé qu'on va faire, par exemple, intervenir une équipe pour réparer une machine. On ne sait pas que cette machine va tomber en panne. Donc, c'est pas vraiment planifié dès la phase planification. Mais la planification opérationnelle permet
de prendre ça en compte. Donc l'organisme doit s'assurer que les exigences de son système sont remplies et les intervenants extérieurs, par les intervenants extérieurs et leurs travailleurs, en leur communiquant nos besoins, nos attentes en matière de la qualité, de l'environnement et de la santé et la sécurité, et aussi en les formant, par exemple, pas formation, mais en les sensibilisant à l'arrivée à certains risques ou bien dangers qui peuvent être dans les locaux d'intervention. Le ou bien les processus d'acquisition de biens et services de l'organisme doivent définir et appliquer des critères de santé et sécurité au travail pour la sélection des intervenants extérieurs. Ça veut dire, si vous avez un système intégré, je prends votre procédure de sélection de prestataires externes, euh, plutôt des intervenants, mais aussi voilà, euh, les processus aussi externalisés. Donc, on définit nos critères qualité, mais je dois voir aussi qu'il y a des critères qui s'appliquent du côté santé et sécurité au travail et du côté environnement. Donc, vous avez intégré de nouveaux critères dans votre procédure de sélection, d'acquisition de biens et services qui prennent en considération euh, la protection des travailleurs de notre côté et du côté des intervenants, bien sûr. Alors, on parle ici d'intervenants extérieurs, donc ceux qui vont réaliser des tâches dans les locaux de notre organisme, mais on parle également d'externalisation, donc les processus externalisés, malgré que ça ne se déroule pas dans notre organisme. Mais comme je leur impose des critères qualité, j'impose aussi des critères en relation avec la protection de la santé et la sécurité. La norme demande que l'organisme assure que les fonctions et processus externalisés sont maîtrisés, même s'ils se réalisent, ils se déroulent à l'extérieur. Peut-être, par exemple, c'est un chantier. Donc, quand je fais l'organisme, on voit les travailleurs faire un travail voilà, sous son contrôle dans un chantier ou bien chez, par exemple, un client, alors là, c'est une activité externe qui doit être maîtrisée. L'organisme doit s'assurer que ces dispositions en matière d'externalisation sont cohérentes avec les exigences légales, donc tout ce qui est législation, et autres exigences, et avec l'atteinte des résultats escomptés de son système de management de la qualité. Vous pouvez, par exemple, définir des indicateurs aussi pour les processus externalisés en matière de la santé et la sécurité, des règles, des procédures d'intervention externes à l'extérieur de l'organisme. Donc tout ça pour maîtriser les activités qui sont externalisées. Le type et le degré de maîtrise à appliquer à ces fonctions et processus doivent être définis au sein du système de management de la santé. Ça veut dire tout simplement, malgré que certains processus ou bien certaines activités peuvent être externalisées, ça n'empêche pas que l'organisme doit les maîtriser et le degré de maîtrise, il va être différent selon la nature de l'intervention ou bien l'ampleur des activités externalisées. Alors sinon, s'il vous plaît, le point suivant, donc après avoir maîtrisé les activités opérationnelles, le point suivant, c'est la préparation et la réponse aux situations d'urgence. Alors, si je vais faire, par exemple, analogie avec la 9001, dans la 9001, on a énormément de points qui traitent le produit ou bien le service, sa conception, sa libération, et ainsi de suite. Alors, en tout cas, le fait de prendre en considération la santé et la sécurité et de l'intégrer dans la vie de l'organisme revient à analyser les dangers et à maîtriser les dangers pour toutes les phases mentionnées au niveau de la 9001. Ça veut dire dès la conception du produit ou bien service jusqu'à sa libération et même parfois jusqu'à le service après
libération. Par exemple, si vous avez un processus SAV, service après-vente, parfois les techniciens de l'organisme, notamment, vont être renvoyés chez le client pour faire des réparations, pour autres. Donc ça, là aussi, c'est une activité externe qui doit être maîtrisée du point de vue santé et sécurité. Le point suivant, c'est le point des situations d'urgence, donc l'équivalent de pratique de la planification des situations d'urgence qui est demandé au niveau du chapitre 6. Alors, la préparation et la réponse aux situations d'urgence, la préparation, c'est la planification parce que ça, on le prend en compte dès la planification, la phase, le chapitre 6. La réponse, c'est la réponse réelle à la situation ou bien la mise en exercice, la réponse à une situation réelle, ou bien la réponse à une situation d'exercice ou bien de simulation. D'accord? Alors, il s'agit d'établir une réponse planifiée. Donc, ça, c'est la partie précédente, la partie planification. Donc là, on l'a fait au niveau du chapitre 6. On a établi, par exemple, une réponse planifiée aux situations d'urgence potentielles, y compris l'administration des premiers secours, les formations qu'il faut réaliser, et ainsi de suite. La formation, maintenant, c'est l'exécution de l'action de formation. On déclenche la formation à la réponse planifiée et la réalisation périodique des essais. Donc, on commence les essais, les exercices de simulation qui visent à évaluer notre capacité. Ça veut dire, ici, ce qui est demandé, c'est la mise en pratique de ces activités dont l'objectif, c'est d'évaluer notre capacité de réaction euh, à ces situations d'urgence potentielles. Et bien sûr, s'il y a une vraie situation d'urgence qui va avoir lieu, alors il s'agit de réagir. Et puis, après que la situation soit rétablie et que tout le monde est sécurisé, on va euh, faire une évaluation de notre procédure et comment vraiment on a pu réagir. C'est pas juste évaluer voilà comment on a réagi, mais revoir aussi la procédure. Peut-être c'est la procédure qui n'est pas bien définie, qui doit être réajustée. Peut-être aussi que la procédure elle est bien, mais c'est la réaction du personnel ou bien notre réaction face au sinistre qui n'est pas correcte. Voilà l'évaluation des performances et si nécessaire, la révision de la réponse planifiée y compris après un essai. Ça veut dire la révision, soit après une vraie situation ou bien un essai. Et vous laissez ces rapports de révision pour les exploiter dans la phase amélioration et pour servir comme, voilà, je dirais, euh, preuve de conformité à la présente exigence. La communication et la fourniture d'informations pertinentes à tous les travailleurs sur leurs obligations et leurs responsabilités dans la situation d'urgence et bien sûr la communication pertinente aux intervenants extérieurs. Donc c'est la communication interne et c'est la communication externe. Si vous voulez, la partie ou bien l'exigence situation d'urgence, pour vous éclaircir, il commence dès le chapitre 6 jusqu'à le chapitre 10. On la planifie. Dans le chapitre 6, on la planifie. Dans le chapitre 7, on planifie les ressources nécessaires pour sa réussite. Ça veut dire on planifie les actions de formation, les actions de communication. On planifie les ressources en matière des achats qu'on va faire et des acquisitions qu'on va réaliser pour lutter contre la situation et pour répondre à la situation d'urgence. Et puis, le chapitre 8, c'est on va réaliser tout ça, on va mettre en place le plan d'action, on va fournir les ressources et dans le chapitre voilà 9, on va réaliser l'évaluation et dans le chapitre 10, on va améliorer notre capacité d'intervenir en cas d'urgence. Donc ça commence dès le chapitre 6 jusqu'à le 10, malgré que dans les exigences de la norme, euh, on n'a pas vraiment voilà, on n'a pas vraiment divisé toutes les actions selon les chapitres.
ou bien toutes les exigences. La prise en compte des besoins et des capacités de toutes les parties intéressées pertinentes et l'assurance de leur implication selon le cas dans l'élaboration de réponses planifiées. Donc, durant la réalisation, le responsable HSE et son équipe constatent le degré d'implication du personnel, sa capacité à intervenir, sa capacité à réagir face au sinistre. Surtout, je vais parler du personnel qui a été formé. Par exemple, les sauveteurs secouristes internes, ceux qui normalement doivent guider, donc le CERFIL et le guide-fil, le personnel qui normalement est formé à, voilà, à donner des premiers secours. Surtout, cette équipe-là d'intervention, on va voir à quel point ils peuvent vraiment interagir. Bien sûr, on ne peut pas voir si la situation est réelle, c'est pas au moment opportun, c'est après qu'on ne pouvons évaluer. Mais s'il s'agit d'un exercice de simulation, donc je peux observer le personnel de près et voir comment ils réagissent. En fin de compte, c'est un exercice. Alors, la préparation et la réponse aux situations d'urgence, c'est ce qui est en fait demandé pour maîtriser ça. Euh, Il y a une procédure, si on a le temps, on va la consulter. Sinon, on va la partager dans le groupe. Mais je donne d'abord quelques exemples. Par exemple, pour un local de stockage de produits chimiques, on a certaines situations d'urgence potentielles, fuite de produits chimiques dangereux. Il y a certains dangers qui peuvent être des dangers tant que c'est pas, ils n'ont pas une grande ampleur. Par exemple, quand je parle de fuite de produits chimiques, si c'est une petite fuite, alors ça, c'est un danger. Mais s'il s'agit, par exemple, d'une grande fuite de produits chimiques qui peut contaminer plusieurs locaux de l'organisme, et même les alentours, alors ça, c'est une situation d'urgence qui peut être potentielle. L'incendie ou bien l'explosion, émanation toxique ou gaz nocif, renversement accidentel de flux ou de compteur qui transporte le produit chimique, et puis une blessure liées à une exposition chimique. Surtout les blessures vraiment qui ont des impacts potentiels sur la santé et la sécurité de la personne. Notamment ici, c'est une petite planification que vous pouvez bien sûr détailler en cas pratique. Donc la détection, toujours une situation d'urgence, qu'elle soit euh, voilà, maîtrisée, on doit avoir la capacité d'abord à la faire détecter. Par exemple, utiliser des détecteurs de fuite de gaz, des inspections visuelles qui vont être planifiées régulièrement. Alors, on parle ici de la planification, mais toujours, puisqu'on est dans le chapitre 8, il s'agit de pratiquer et de mettre en place ces actions. Un système d'alerte, lorsqu'on détecte une situation d'urgence, alors il faut faire une alerte, déclencher l'alarme d'évacuation, avertir par exemple le responsable HSE, intervention initiale, isoler la zone de la situation d'urgence ou bien la zone impactée, utiliser des kits de déversement en cas par exemple de déversement de produits chimiques comme les absorbants, les neutralisants, ça va dépendre de la nature du produit. Après l'intervention initiale, on a l'évacuation, évacuer selon les plans d'évacuation. Bien sûr, le personnel qui va intervenir, ils sont connus, ils sont déjà formés à cette intervention. Les autres qui sont formés à l'évacuation, ils vont aider le personnel à évacuer selon les plans. Passage par des zones sécurisées. Il faut alerter et appeler les secours externes, puisqu'il s'agit d'une situation d'urgence et pas uniquement d'un déversement simple. Premier soin sur site avec des EPI adaptés. Communication, par exemple, informer les autorités, l'inspection du travail, la protection civile. Et puis, analyse post-accident, post-incident. Donc, on va faire un rapport d'incident, analyser ses causes et mettre à jour les procédures pour prendre en compte tout point que nous avons
négligé ou bien oublié ou bien raté dans la préparation théorique des choses. Ça, c'est par exemple pour une usine de soudure, 5 situations d'urgence possibles, de trouver notamment euh, un départ de feu, comme pour l'exemple de tout à l'heure, étincelle, gaz inflammable. On peut trouver une situation de brûlure grave ou bien choc électrique. Encore une fois, ça peut être un danger si c'est localisé et limité, mais si c'est à une grande ampleur ou bien de grands dégâts ou bien de grandes conséquences, alors il s'agit d'une situation d'urgence. Explosion de bouteilles de gaz, par exemple l'acétone, bien l'oxygène, inhalation de fumée métallique toxique et chute ou bien accident lié à l'encombrement ou aux EPI inadaptés. Ça, c'est une situation d'urgence lorsque la personne est gravement blessée. Même chose, donc vous avez par exemple la détection, c'est surveiller visuellement les postes de travail, les détecteurs de flammes. L'alerte, c'est par exemple, ça c'est pour le cas d'incendie. Klaxon ou alarme, informer les chefs d'équipe, couper le gaz et utiliser les extincteurs de classe ABC pour voilà, adapter à la nature de l'activité, évacuer selon le plan, donner les soins immédiats et ainsi de suite. Donc, ça reste la même procédure en général. Euh, dans une usine, notamment finalement de conserve de poissons, on peut trouver comme situation d'urgence des blessures liées aux machines de découpe ou de conditionnement, des blessures qui sont majeures. Contamination alimentaire, par exemple, ça veut dire là, c'est le produit lui-même qui est impacté, c'est la santé des consommateurs qui est mise en péril. Débris de verre, présence de corps étrangers, contamination microbiologique, intoxication chimique par des détergents ou bien des désinfectants, fuite, par exemple, d'ammoniac, euh, du système de réfrigération, glissade sur sol humide, chute de plein pied si la blessure est vraiment majeure, donc c'est une situation d'urgence, et ainsi de suite. Alors, avant de passer, s'il vous plaît, au chapitre 9, donc en tout cas, les deux chapitres 9 et 10 pour le système de management de la santé et de la sécurité au travail ISO 45001, ça va être l'effet miroir également des autres systèmes, environnement et qualité. Mais on va mettre l'accent sur certains points importants. Avant ça, on a deux procédures à consulter. Une procédure préparation et réponse aux situations d'urgence et l'autre pour le côté des intervenants externes, la maîtrise des intervenants externes, parce que c'est vraiment deux points qui représentent de nouvelles exigences par rapport au système du système 45001 par rapport aux autres systèmes de management. Donc, on a quoi? L'objet donc de la procédure, c'est de définir les modalités de réponse et de préparation aux situations d'urgence liées à la santé et la sécurité au travail. Le domaine d'application, bien sûr, c'est tous les sites de l'organisme, les départements et tout le personnel. Et puis, vous avez la responsabilité ou bien les acteurs intervenants, c'est le responsable HSE ou bien QHSE, les managers, les chefs de service, parce que c'est eux qui vont assurer que leurs équipes connaissent les procédures d'urgence. Ça, c'est une approche en tout cas participative. Et eux aussi, ils participent aux exercices. Et puis, les travailleurs eux-mêmes sont des acteurs impliqués. Le déroulement de la procédure, ça commence par l'identification de situations potentielles et l'analyse de ces situations. C'est comme le cas des dangers. Donc, le cas des dangers, on fait identifier les dangers, analyser les causes et les conséquences, et puis attribuer des cotations pour l'évaluation.
Le plan d'urgence va être bien sûr mis à jour selon notre expérience avec les situations d'urgence. Par exemple, dans le plan d'urgence, on va voir les types d'urgence identifiés, les mesures préventives et de protection. On a les actions à mener en cas d'urgence. C'est le guide, en tout cas, c'est le guide qu'on va suivre en cas d'urgence. Le matériel, et je pense que puisqu'on a abordé ça au niveau de la partie planification, donc je vous ai déjà partagé un exemple de plan d'urgence, les moyens et les matériels et les données de contact. Ce qui est important ici, c'est ça, parce que c'est la nouveauté au niveau du chapitre 8, c'est que le plan d'urgence, il faut le revoir au moins une fois par année, sauf si on a rencontré un vrai cas d'incident ou bien de situation d'urgence. Alors, suite à une situation d'urgence, toutes les conclusions de l'évaluation de cette intervention, ils vont servir comme des éléments afin de mettre à jour notre plan d'urgence et enfin améliorer notre capacité de réponse à cette situation. La formation et la sensibilisation, exercices d'urgence, donc des choses qu'on a déjà, euh, comme j'ai dit, discutées au niveau du chapitre 6, vous pouvez en revenir, mais il s'agit de les mettre en pratique. Gestion des situations d'urgence réelles, donc ça aussi, c'est un point particulier du chapitre 8 dans ce sujet. Il faut déclencher immédiatement le plan d'urgence en cas de cet événement d'urgence, assurer l'évacuation et enregistrer surtout les faits et les actions menées et les résultats. Donc, vous, comme responsable HSE, à la fin de chaque situation d'urgence ou bien chaque exercice de simulation, vous êtes amené à enregistrer, à faire un rapport ou bien un compte rendu des faits, à définir quelles sont, ou bien plutôt à décrire les actions qui ont été menées et à définir les résultats obtenus. Est-ce qu'on a pu, par exemple, sécuriser tout le monde? Est-ce qu'il y avait quand même des blessures? Donc, des résultats qui permettent de prendre de nouvelles décisions. Et puis, revue post-incident, on peut faire, par exemple, une réunion de discussion après chaque incident majeur ou bien après chaque exercice de simulation, chose qui nous permet de réanalyser les causes et les conséquences et de proposer surtout de nouvelles actions correctives pour éviter la récurrence. Comme annexe, vous pouvez annexer votre procédure d'urgence au plan d'urgence, les registres des exercices d'urgence dans lequel vous avez par exemple la date d'exécution de chaque exercice, comment il s'est déroulé, quels sont les résultats, registre des incidents et, et actions correctives, liste des formations avec les participants qui ont bénéficié de ces formations, les rapports d'exercice et d'incidents, et puis la mise à jour du plan d'urgence, le modèle vide pour faire la mise à jour du plan d'urgence. Donc ça, c'est brièvement et rapidement la procédure. Sinon, il y a une autre procédure importante qui décline du point 8 ou bien du chapitre 8, c'est celle-ci qui concerne l'acquisition des biens et de services. Alors là, vous avez la procédure qui va garantir le respect des exigences santé et sécurité pour, ou bien dans le cas d'acquisition de biens et de services de votre système de management santé et sécurité. Sauf que soit vous allez rédiger une procédure comme ça indépendante, soit, comme j'ai dit, vous allez l'intégrer directement dans la procédure de sélection et d'évaluation de prestataires externes, selon le besoin de l'organisme. Vous pouvez faire les deux. Par exemple, pour les biens et les services qui sont spécifiquement liés à la santé et la sécurité ou bien qui peuvent majoritairement avoir un impact sur la sécurité, vous pouvez par exemple avoir une procédure indépendante. Et pour les autres, vous pouvez appliquer tout simplement votre procédure courante de sélection et d'évaluation, sauf que vous allez rajouter les nouveaux critères de sélection qui déclinent de la santé et de la sécurité.
Alors, l'objectif, bien sûr, c'est d'assurer que les biens matériels, équipements, produits chimiques, EPI et les services aussi, les intervenants et les interventions externes achetés ne génèrent pas de risques inacceptables sur la santé et la sécurité des travailleurs. Le domaine d'application, c'est tous les processus d'achat et de sous-traitance, ou bien aussi voilà, si je veux aussi intégrer l'autre point, c'est l'externalisation également, vous pouvez le rajouter ici, pour maîtriser également vos processus externalisés. Sinon, les responsables inclus, c'est bien sûr le responsable QHSE, c'est lui qui fait l'évaluation des risques liés aux différents achats, valide les équipements, valide les prestataires, mais bien sûr, on a également le responsable des achats, parce que c'est lui qui effectue et exécute les actions d'achat. Alors, le responsable qualité, il communique les critères santé et sécurité pour les intégrer avec les critères techniques et le responsable achat intègre les exigences SST dans les bons de commande et les contrats. Et puis après l'acquisition, le responsable HSE évalue ou bien plutôt il contribue également à la sélection et au choix des équipements et des prestataires avant la validation. Les fournisseurs et les prestataires, ils doivent bien sûr respecter les exigences SST contractuelles et les utilisateurs finaux qui signalent tout dysfonctionnement possible ou bien tout risque constaté. Ça veut dire à l'occasion de chaque nouvelle acquisition, normalement, notre personnel interne, il doit être formé et sensibilisé au fait que, après avoir, par exemple, acheté une machine, une nouvelle machine, après avoir fait appel à une intervention externe, ils doivent avoir la capacité de signaler tout dysfonctionnement, de détecter et de signaler tout dysfonctionnement ou bien un risque qui peut être associé à ce changement en question. Maintenant, le déroulement ou bien la description de la procédure, il faut commencer par une définition des besoins. On a besoin de quoi exactement? Ça veut dire identifier les spécifications techniques et les exigences SST. Normalement, les spécifications techniques, c'est tout ce qui a en relation avec la qualité. C'est en bleu, donc c'est de la qualité. Mais nous, on va rajouter également dans les critères d'achat et d'acquisition de services, les exigences santé et sécurité au travail. Sinon, bien sûr, l'environnement également, le cas échéant. Consulter la base de données des risques, si besoin, ça veut dire avant d'acheter ou bien acquérir un nouveau produit, une nouvelle machine, un nouveau service, on va consulter, on va chercher des informations sur ça. La machine en question, il représente quel risque, les produits chimiques, on cherche leurs données de sécurité, et ainsi de suite. Après avoir identifié le besoin, on va faire une petite évaluation de risque préalable. Ça veut dire ça, c'est avant même de sélectionner le produit, faire une comparaison. Donc, normalement, quand les achats vont acquérir euh, ou bien acheter un service ou un produit, ils font des comparaisons qui se basent sur le coût ou bien le prix de l'intervention ou bien de l'équipement ou bien du produit. La fonction qualité vient pour rajouter des critères sur la qualité. Donc, en plus du coût, il faut aussi faire attention au niveau de qualité offert, le bon rapport qualité-prix. L'environnement rajoute des critères sur le respect de l'environnement et la santé et la sécurité fait une évaluation de risque pour comparer du point de vue santé et sécurité et sa protection. Et on va comparer entre les différents choix offerts sur le marché. Donc, tout l'enjeu, c'est de combiner entre tous ces facteurs sans, bien sûr, euh, choisir un au détriment des autres.
Donc, tout l'enjeu, c'est de créer l'équilibre pour choisir le bon service ou bien le bon produit ou le bon équipement et ainsi de suite. Alors, on fait réaliser une évaluation des dangers potentiels préalables liés au bien ou bien au service avant son acquisition. C'est aussi, ça, il y a une intersection entre ça, entre le pilotage de changement, parce que ça aussi, c'est un changement. Vérifier la conformité, surtout s'il s'agit d'un équipement, d'un grand équipement, par exemple, ou bien, voilà, donc ça peut être considéré comme un changement. Vérifier la conformité aux exigences légales et réglementaires, par exemple le marquage CE des équipements, la fiche de données de sécurité des produits, et ainsi de suite. Sélection des fournisseurs, privilégier les fournisseurs évalués selon des critères SST, par exemple, un fournisseur ou bien un intervenant, prestataire, un sous-traitant, voilà, qui est certifié par exemple ISO 45001, qui respecte les consignes, ou bien on peut même demander si c'est un intervenant, l'historique des incidents, par exemple, qu'il a déjà eu en intervenant dans chez certains autres clients, si vraiment l'activité elle est potentiellement dangereuse ou bien l'intervention elle est potentiellement dangereuse. Joindre une clause SST au contrat de sous-traitance, par exemple, les intervenants doivent porter les EPI lors de l'intervention, euh, avoir des autorisations de travail, utiliser des consignes de la signalisation et respecter nos propres consignes, les habilitations et ainsi de suite. La réception et la vérification. À réception, il faut vérifier la conformité des biens avec les spécifications. Euh, donc, lorsqu'on reçoit maintenant des biens ou bien au moment de l'exécution des interventions externes, on va vérifier, le responsable HSE vérifie la conformité de ce que nous avons reçu aux spécifications demandées, demande les notices de sécurité, les FTS et le marquage, refuser toute livraison non conforme ou risquée pour les travailleurs. C'est comme un contrôle qualité, mais c'est un contrôle sécurité. Donc, le responsable qualité, il contrôle la qualité et le responsable HSE, il contrôle la sécurité. Si c'est la même personne, le responsable QHSE, donc il fait la checklist de tout ça. Sinon, le suivi et l'amélioration, il faut contrôler périodiquement les prestations sur site. Par exemple, durant l'intervention, il faut faire un suivi. En cas d'incident, on informer les achats pour réévaluation. En cas d'incident, bien sûr, il faut déjà traiter l'anomalie, mais il faut aussi informer les achats comme ça. La prochaine fois, ils vont prendre en compte le fait que, par exemple, ce fournisseur euh, à ne pas, donc on va pas travailler avec le même fournisseur, sinon on va pas faire appel au même prestataire de service. En tout cas, on dégrade ou bien on minimise le niveau de ce fournisseur en matière des critères de sélection. Comme voilà tout à l'heure, ou bien plutôt avant, s'il vous plaît, le cas échéant, donc il faut informer les achats pour la réévaluation. Sinon, il faut aussi enregistrer toute non-conformité ou bien amélioration à intégrer dans le processus. Ça veut dire tout simplement la partie dont on a parlé tout à l'heure pour piloter les changements. Il est applicable ici pour signaler toute non-conformité possible, il l'a enregistré et améliorer aussi euh, les activités, nouvelles activités qui déclinent d'achat ou bien de changement, ou bien d'acquisition de nouveaux biens ou services, afin de les intégrer dans les processus en cas de besoin. Sinon, pour les enregistrements qui peuvent être utiles pour accompagner la présente procédure, on trouve l'évaluation des risques liés aux achats. Par exemple, vous avez une fiche qu'on va utiliser à chaque fois pour analyser les risques liés aux achats.
Bon de commande avec clause SST, registre des fournisseurs évalués, contrat de sous-traitance clair qui implique ou bien qui comporte les exigences SST, rapport de contrôle à la réception, ou bien dans les contrôles à la réception, par exemple, que nous faisons au niveau de la réception pour contrôler la qualité, on rajoute des critères environnement, santé et sécurité. Et finalement, vous pouvez aussi rajouter dans votre procédure quelques indicateurs, par exemple le pourcentage de fournisseurs évalués avec critères SST, nombre de non-conformités liées aux biens par rapport au nombre acheté, soit les biens ou bien les services, taux d'intégration des fiches de données de sécurité et notice sécurité dans le stock. Sinon, ça c'est un modèle de procédure qui nous permet de rester aligné avec ce que demande la norme pour ce point-là. Alors pour le chapitre 9, je procède à l'explication dans ce qui reste dans le temps. Et en ce qui concerne les documents, on les consulte au départ de la séance de demain, Inch'Allah. Alors, c'est pareil, je fais la comparaison entre les trois systèmes de management. Je trouve exactement les mêmes exigences pour le chapitre 9, sauf dans la qualité, on parle de la satisfaction client. Ici, bien sûr, plutôt, on parle de la préservation de l'environnement. Et pour la 45001, on parle de la consultation, ou bien plutôt de la sécurité et la santé des travailleurs. Donc, c'est l'analogie tout simplement. On commence par, euh, si vous voulez, intégrer le module santé et sécurité dans votre système qualité-environnement. Vous allez rajouter cette fois-ci des moyens de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation de la santé et la sécurité. Et surtout, le chapitre 9. Ah, pardon. Donc, c'est évaluation des performances. Donc, je vais actualiser ça. Évaluation des performances. Donc, l'évaluation des performances, ça revient, par exemple, vous avez un tableau de bord. Merci à vous. Donc, vous avez un tableau de bord qualité dans lequel vous avez intégré des indicateurs environnementaux. Alors là aussi, et on va commencer demain par la consultation d'une liste d'indicateurs santé et sécurité. Vous devez rajouter également des indicateurs santé et sécurité, soit dans les processus et dans la carte, pardon, et dans le tableau de bord et dans voilà, les tableaux de surveillance. Parce que les indicateurs, ils permettent, dans un premier lieu, de refléter euh, la qualité des interventions santé et sécurité, de votre démarche santé et sécurité. Mais aussi, ça permet de mesurer le niveau du respect des exigences santé et sécurité qui déclinent par exemple de la réglementation. Alors, on parle de surveillance, mesure, analyse et évaluation. Il y a un point de généralité qui traite en général euh, la question de la surveillance. Donc, l'organisme, il doit disposer de moyens, soit procédures, soit voilà, Euh, par exemple, euh, des fichiers Excel dans lesquels il planifie la fréquence de la surveillance et le suivi. Notamment, quand je parle de surveillance, ça peut être notamment la surveillance de la machinerie, la maintenance qu'on va faire. Ça peut être aussi, par exemple, la procédure de suivi et de traçabilité des équipements de protection individuelle, le fait de les contrôler, par exemple, systématiquement, on va contrôler les équipements de protection disponibles, leur état, est-ce qu'ils sont toujours en bon fonctionnement, en bon état. En matière de nombre, est-ce qu'on a besoin d'acheter plus, par exemple, de moyens de protection pour des effectifs élevés? Et puis, l'évaluation de la conformité, qui est l'utilisation effective des moyens de surveillance, les indicateurs et autres, pour avoir une vision claire sur l'atteinte des objectifs santé et sécurité et sur l'efficacité de notre système.
Bien sûr, les moyens d'évaluation comportent également l'audit interne. Alors, il y a la procédure générale d'audit interne. Ça veut dire la procédure qu'on a discutée au niveau de la 9001, donc celle qui décrit le déroulement de l'audit en général. Donc, comment l'audit se déroule, euh, voilà les rapports d'audit, le programme d'audit. Donc, toutes ces informations, euh, ils peuvent être aussi appliquées à la 45001, la santé et la sécurité. Mais on peut également avoir une procédure ou bien une instruction qui fait exactement éclaircir les- les- tous les points d'audit santé et sécurité. Ça veut dire c'est pas uniquement le côté norme. Donc, on va bien sûr faire l'audit des trois systèmes de management d'une façon combinée, si vous voulez, pour euh, gagner le temps et tout. C'est pour les exigences du système parce qu'il y a énormément de similitudes. Mais voyons que la santé et la sécurité comme pour l'environnement notamment, il y a un audit du système, mais il y a aussi un audit thématique. Donc, je fais l'audit en utilisant les fiches d'audit, l'audit par exemple des points de captage d'eau, l'audit, je fais un audit, une inspection de la canalisation par exemple pour voir ce qu'il y a des fluides. Donc, il y a des audits thématiques environnement. Pareil pour la santé et la sécurité, il y a l'audit du système de management, mais il y a aussi l'audit proprement dit, ça veut dire auditer les équipements, les EPI, voilà, donc des points particuliers. Ça aussi, c'est un point on va consulter un document, une procédure demain, donc pour l'expliquer d'une façon beaucoup plus détaillée, qui concerne l'audit santé sécurité. Mais une petite remarque, l'audit sécurité, c'est-à-dire le niveau, pas le niveau système, mais le niveau bonne pratique, il peut être, il peut plutôt, voilà, être un élément, ou bien il peut reposer sur la réglementation. Ça veut dire, je peux transformer réglementation en application. Parce que dans la réglementation, déjà, si je garantis le respect réglementaire, je vais garantir, je peux dire, 60% de la conformité en ce qui concerne les exigences santé et sécurité. Et puis, l'audit interne doit aussi me permettre de mesurer l'évolution vers les objectifs de la santé et la sécurité. Ma politique santé-sécurité que j'ai définie au point 5, cette politique-là, à quel point on est capable d'évoluer vers ces objectifs et à quel point on a pu atteindre ces objectifs. Donc l'audit, et bien sûr, il faut élaborer un programme d'audit interne. Donc le programme d'audit interne qualité, il prend en compte tous les jalons, ou bien il planifie les journées d'audit qualité. On rajoute dedans la planification des audits environnement et puis les audits santé et sécurité, tout en prenant en compte l'opportunité, saisir l'opportunité euh, qui est la possibilité de combiner entre les trois audits. Donc, je fais l'audit qualité, environnement, santé et sécurité simultanément, par exemple. Alors, en prenant ça en considération, ça me permet d'optimiser le temps, d'optimiser l'énergie et tout. Mais toujours en cas de possibilité, sinon, je peux toujours avoir des audits qui sont voilà, séparés. Mais il est recommandé de mettre ça sur le même programme d'audit, voilà, euh, dans un seul fichier. Comme ça, donc, je peux avoir une vision claire et globale. Bien sûr, euh, la revue de direction. Alors ça, j'ai juste oublié pardon, de rajouter revue de direction, parce que la revue de direction, c'est bien sûr la réunion pendant laquelle la direction peut passer en revue le système de management. Donc là aussi, s'il y a possibilité de faire la revue de direction QSE, donc la qualité, la sécurité et l'environnement, si c'est faisable,
si ça ne va pas, par exemple, alourdir ou bien demander beaucoup de temps pour discuter tous les points, ben pourquoi pas? On peut faire une revue de direction pour passer en revue et pour actualiser, et proposer des actions d'amélioration pour les trois systèmes simultanément, sinon au moins pour deux. Par exemple, l'environnement, je peux l'intégrer pour la revue et pour les audits aussi. Je peux mener un audit combiné environnement, santé, sécurité, en même temps avec la revue de direction, la même chose. Parce que parfois, c'est la partie qualité qui, quand même, prend du temps et nécessite beaucoup de... Voilà, si par exemple je l'intègre avec les autres, ça peut demander plus de temps et au lieu de faciliter les choses, on va les compliquer davantage. Si c'est faisable, c'est bien. Sinon, on peut garder les deux, qualité et environnement, et on est toujours dans un système intégré, malgré que parfois on a besoin de séparer quelques points. Mais c'est la vision totale qui est intégrée et les objectifs qui sont homogènes et qui sont alignés et non contradictoires. Donc, on va voir demain pour la séance, on commence par la consultation de certains documents en relation avec le chapitre 9 pour mieux comprendre l'évaluation, comment ça se passe. Puis, on va aborder le chapitre 10, le dernier chapitre. C'est un petit chapitre, donc on l'explique et on consulte quelques documents associés. Comme ça, on va clôturer le module consacré à la 45001 ISO. Mais la séance d'après, on va la consacrer aux catégories de danger qu'on a laissées jusqu'à la fin du module. Donc, pour voir les catégories de danger, santé et sécurité, chose qui va nous faciliter également la réalisation du document unique et les dangers en général. Donc, on va compléter ça. Et puis, il y a le module ISO 22000 qui va commencer qu'on va commencer avec un autre groupe. Donc, je fusionne entre votre groupe et un deuxième pour voir le module euh, ISO 22000, santé et sécurité des denrées alimentaires. Voilà, donc déjà pour ce point, la séance de ce soir. Sinon, je vais vous donner rendez-vous demain, Inch'Allah. Si vous avez, s'il vous plaît, des questions à propos de ce qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez surtout pas, donc vous pouvez les partager dans notre groupe WhatsApp. L'enregistrement sera partagé ainsi que la documentation. Je vous remercie énormément et à demain, Inch'Allah.